Donc oui, merci d'être là ce soir pour partager sur un sujet qui nous concerne tous, médecins comme ostéopathes, les douleurs sacro-iliaques et sacro-coccygiennes. Salut Eric. Ce type de douleur peut représenter un défi diagnostique et thérapeutique qui implique une prise en charge multidisciplinaire. C'est pour ça qu'on va vous présenter deux perspectives. Une perspective rhumatologique qui sera supervisée par Jean-Pierre Legros, rhumatologue ici, et une perspective ostéopathique que j'aurai le plaisir de vous présenter. Ainsi, nous essayons de vous donner les clés pour mieux appréhender, diagnostiquer et traiter, éventuellement adresser ces patients qui ont souvent des douleurs importantes. À la fin de cette présentation, je vous passerai une petite vidéo de 3 minutes pour vous présenter un projet qui me tient à cœur et qui soutient en partie cette soirée, le protocole ostéopathique en 2 séances. Mais commençons maintenant pour la présentation. Alors, le plan de la présentation est un plan classique. Il y aura une introduction, un peu d'anatomie, de physiopathologie, diagnostic, traitement et 4 études de cas à la fin. Donc, tout d'abord l'introduction, les structures impliquées, les prévalences et impacts, et mécaniques et perspectives. Pour aller du plus profond au plus superficiel, donc on a les structures articulaires, structures ligamentaires, musculaires, nerveuses et les structures faciales dont on reparlera en détail un peu plus tard. La prévalence est différente entre les problèmes sacro-iliaques et les problèmes sacro-coccygiens. Les problèmes sacro-iliaques sont assez fréquents, on estime à 10 à 30% les lombalgies chroniques sont dues à des problèmes sacro-iliaques. On pense aussi que l'atteinte des ligaments sacro-iliaques est fréquemment sous-diagnostiquée. Par contre, les douleurs sacro-coccygiennes sont rares, seulement 1% de la population souffre un jour de problèmes de coccygodynie et plus les femmes. L'impact et la qualité de vie est différente également. Les douleurs sacro-iliaques sont des douleurs qui font plus mal en position debout. Donc ça implique les actions de cuisiner, marcher, courir avec un sentiment d'impuissance et de frustration. Les douleurs sacro-coccygiennes par contre font des douleurs typiques en position assise ou en se levant de la position assise. Et donc on sera plus gêné dans des actions comme bureau, voiture, repas. Il est à noter que c'est souvent rapproché d'un stress émotionnel important, de leur sacro-coccygienne et pas les sacro-iliaques. Les perspectives de traitement, donc c'est les 2 perspectives de traitement dont je voulais parler. La première, ça sera rhumatologique, avec essentiellement les problèmes inflammatoires et les problèmes dégénératifs, et les perspectives ostéopathiques dans les problèmes musculo-squelettiques. Alors, un peu d'anatomie. La sacro-iliaque est une articulation synoviale. On décrit l'axe de Bonner. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de la nutation contre nutation classique du sacrum, qui est à peu près de 5 degrés. En ostéo, on décrit plusieurs autres axes. Donc il y a bien sûr l'axe de Bonner ici du sacrum par rapport aux iliaques. Il décrit aussi l'axe de Sutherland, c'est le deuxième axe que vous voyez au milieu, qui détermine les mouvements crânio-sacrés. C'était une des théories ostéo, dit qu'en fait le mouvement de l'occiput peut être en synchronicité avec le mouvement du sacrum, dans un mouvement de poulie comme ça qui retient les deux, ce qu'on appelle les thérapies crânio-sacrées. Il y a les 2 axes de Mitchell que vous voyez ici, les 2 axes, la croix que vous avez au milieu, et qui détermine en fait la possibilité qu'a le sacrum de faire un mouvement de torsion. C'est-à-dire que le sacrum, là je ne peux pas le faire avec eux, parce qu'il y a 2 articulations sacro-iliaques, en fait le sacrum peut bouger comme ça en torsion. Il y a une sacro-iliaque supérieure à droite, une inférieure, une supérieure à gauche, une inférieure. Donc en fait, il y a 4 articulations et le sacrum peut pivoter sur un axe de torsion. Ensuite, l'axe médian est un axe qui détermine le mouvement du sacrum en rotation par rapport à L5. C'est l'axe qui est au milieu, là, ici. Là. Et après, il y a les 2 séries d'axes qui déterminent les mouvements des iliaques, c'est-à-dire les transverses inférieurs, c'est le 3 que vous voyez ici, qui détermine le mouvement d'antériorité, postériorité de chaque iliaque. Chaque iliaque pouvant bouger de façon indépendante l'un par rapport à l'autre. Et les axes out-flare, in-flare, qui sont les axes verticaux ici, qui déterminent les ouvertures
des iliaques ici ou des fermetures des iliaques. Enfin, on pourra parler des axes fonctionnels, qui est une synthèse en fait de tous ces axes-là, et qui est lors de la marche notamment. C'est-à-dire qu'il réunit tous les axes des iliaques qu'on a vu, du sacrum et de L5. Le rôle mécanique des sacro-iliaques est essentiellement un répartiteur de force qui va répartir la force descendante via la L5 sur les forces de résistance du sol via les hanches ici, avec en plus des forces antéro-postérieures avec un effort sur le pubis. Donc cette conjonction de stabilité et de flexibilité est effectuée par les ligaments. Donc vous avez les ligaments ilio-lombaires ici, là, de chaque côté, qui relient L5 et L4 à la crête iliaque ici, qui sont des ligaments qui sont très puissants et qui justifient des fois des pseudo-sciatiques L5 par rapport à un blocage iliaque. Vous avez les axes interosseux qui sont à l'intérieur mais qu'on ne voit pas, les sacro-épineux ici, les sacro-tubérales ici en bas. Au niveau du coccyx, c'est un petit peu différent. Le coccyx est une synchondrose avec un disque fibrocartilagineux. Pardon. Il y a un petit disque ici que vous voyez ici, avec une amplitude de mouvement, on estime, de 5 à 25 degrés. Il y a de grandes disparités en fonction des gens, et c'est essentiellement mouvement de flexion-extension. Cette différence-là, on l'a observée en classant le sacro-coccygienne en 6 morphotypes, dont un morphotype qui est le type 1, qui est le plus fréquent, 50%, mais vous voyez, il y a d'autres morphotypes en flexion, antérieure, postérieure, en extension, et en latéralité, qu'on trouvera souvent dans les problèmes de coccyx qui sont résolus par l'ostéopathie. Le rôle mécanique de ce sacro-coccygienne, c'est plus un rôle mécanique d'amortisseur élastique, et notamment au niveau de l'accouchement avec une ouverture du dernier diamètre. Et le deuxième rôle, c'est d'absorber aussi la mauvaise position assise. Alors là, je vous ai fait un petit schéma ici, là, qui paraît un peu compliqué, mais finalement, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est la position normale debout. Et vous voyez les courbures qui sont équilibrées. Vous voyez le cotyle ici. Vous voyez la poussée du sol qui va dans le cotyle et qui monte suivant cet axe-ci. Donc en fait, ça serait la position assise idéale. C'est-à-dire que la position assise idéale correspondrait à une assise qui serait en déclive, qui permettra au cotyle de se mettre de rester dans l'axe, je veux dire la base de l'iliaque. L'ischion. Voilà, la base de l'ischion en rapport avec rester dans l'axe du cotyle et ainsi garder les mêmes courbures du dos. Or, on trouve fréquemment des chaises plates qui sont un petit peu limites et qui obligent le dos à être plat, et on trouve parfois malheureusement des chaises avec une assise ronde qui fait qu'on a un appui sur le coccyx, un appui sur le sacrum, et ce qui perturbe les courbures. Les sacro-coccygiennes, donc, ce rôle d'amortisseur, comme les sacro-iliaques, est réalisé par les ligaments. Donc vous avez le sacro-coccygien antérieur, postérieur, antérieur ici, et vous avez les interosseux à l'intérieur qu'on ne voit pas, et les sacro-coccygiens latéraux sur les côtés. La douleur. Alors là, nous avons 3 représentants de l'association douleur et du service douleur de l'hôpital parmi nous. Le typage de la douleur. C'est quoi comme douleur, ces douleurs-là? Alors, ces douleurs ne sont pas des douleurs neurologiques, c'est des douleurs de type nociceptif. Les douleurs nociceptives classiques, je vous rappelle, c'est un nocicepteur, 3 neurones afférents, un protoneurone, un spinothalamique et un thalamocortical. Voilà, c'est le schéma classique de la douleur nociceptive. Par contre, autant les douleurs sacro-iliaques que les douleurs sacro-coccygiennes peuvent avec le temps devenir des douleurs chroniques. Et donc là, j'en ai profité pour vous faire un petit rappel sur les douleurs nociplastiques. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, on avait fait un topo à la douleur sur les douleurs nociplastiques. C'est Degréland qui nous avait fait quelque chose là-dessus. Les douleurs nociplastiques, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas longtemps, en 2020. C'est une classification de l'International Association of Studio Pain. Là, pour classer une douleur en douleur nociceptive, il faut qu'il y ait 4 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur de plus de 3 mois.
Parmi ce critère, il faut aussi que ça ne soit pas ni un problème nociceptif, ni un problème neuropathique sûr. Le deuxième critère, il faut que la douleur soit diffuse et pas localisée. Il faut que ça soit diffuse sur une surface importante. Et il faut qu'il y ait une hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une hyperesthésie plus une allodynie. Alors, je vous rappelle, l'hyperesthésie, c'est une douleur qui est plus intense que le stimulus doit l'être, alors qu'une allodynie, c'est une douleur par un stimulus qui, normalement, n'est pas douloureux. Et avec ensuite associé des comorbidités, genre troubles du sommeil, troubles de la mémoire, troubles de concentration. La physiopathologie au niveau sacroiliaque. Là, on touche plus au domaine de Jean-Pierre. Donc, j'espère que tu seras d'accord avec ce que j'ai écrit. Les mécanismes au niveau de l'inflammation, donc prolifération de cellules pro-inflammatoires, atteinte tissulaire, synovite, fibrose alimentaire, érosion du cartilage, frottement osseux, nocicepteur, et après, dans l'ankylose, une fusion articulaire. Les trois étiologies essentielles au niveau de l'inflammatoire, c'est les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires et les maladies infectieuses. La plus fréquente dans les problèmes de sacroiliaque, bien sûr, c'est la spondylarthrite ankylosante. Mais vous voyez qu'il y a d'autres maladies comme le rhumatisme psoriasis, le spondyloparthie indifférenciée et des atteintes systémiques. Les maladies auto-inflammatoires, donc l'arthrite est réactionnelle, l'arthrite associée au MIS-C, les syndromes SAPHO et OMC et d'autres maladies systémiques. Il peut y avoir aussi un problème infectieux avec tuberculose ostéo-articulaire, mal de peau. Ça, c'est des choses qu'on voit très rarement. Hein, je crois que tu es d'accord, Jean-Pierre? Ouais. Et bon, voilà, je voulais juste le signaler. La physiopathologie au niveau sacroiliaque, au niveau des étiologies dégénératives, ben voilà, je voulais marquer aussi une petite évolution comme ça, disparition des chondrocytes, donc c'est les cellules du cartilage, perte des protéoglycanes du collagène, ramollissement, abrasion, amincissement, ulcération, ostéophyte réactionnelle, surtout chez les hommes, fissure de l'os, surtout chez les femmes, et irritation des structures nerveuses à la chance, et qui stimule les nocicepteurs. Les étiologies des problèmes dégénératifs, c'est bien sûr l'arthrose. Le premier, c'est l'arthrose, mais aussi il y a des maladies systémiques comme l'hyperparathyroïdie, les maladies de Pagel, l'hérédité, l'âge, le traumatisme répété, l'obésité, les VTT, motocross, ça peut être des sources de problèmes aussi, l'arthrite rhumatismale. Pour finir avec la physiopathologie, on va parler des problèmes sacro-coccygiens. Donc c'est à peu près la même chose, vous voyez, avec synovite, bursite, fibrose du cartilage périarticulaire, érosion cartilagineuse, nocicepteur. Et les étiologies inflammatoires sont un petit peu différentes. Donc ostéomyélite, tuberculose du coccyx, abcès des parties molles et des problèmes inflammatoires systémiques. Le mécanisme des étiologies dégénératives maintenant sacro-coccygiennes, on parlera des tendinopathies calcifiantes avec calcification du lycée intervertébral. Vous l'avez ici, là, c'est ce que je vous ai dit, l'articulation sacro-coccygienne, il y a un petit disque là, voilà, il est calcifié ici. Il peut y avoir des étiologies embryologiques où on trouve une pointe, là, un spicule là, qui est souvent associé à une fossette cutanée ici au même endroit, en regard. Et puis les cancers, les principaux sont des chordomes, qui sont des cancers qui touchent électivement le sacrum et l'occiput. Les étiologies traumatiques maintenant, sacro-coccygiennes. Les principales sont la subluxation postérieure. Souvent, il y a une mauvaise position assise par atteinte du disque. Vous avez ça ici, une belle subluxation postérieure qui est énorme là. Donc là, vous avez l'axe du sacrum et là, vous avez l'axe du coccyx. Les problèmes d'hypermobilité qui sont souvent dus à une mauvaise position assise et qui pincent le disque ici. Vous avez l'angulation ici qui n'est pas normale alors que normalement l'angulation doit être là. Le coccyx doit à peu près être dans l'axe. Hein. Et les fractures avec chute directe ici. Vous avez une fracture ici ou une fracture ici. Au niveau des sacroiliaques,
On va parler maintenant un peu d'hypermobilité et d'hypomobilité. On va parler un peu d'ostéo maintenant. Donc le mécanisme de douleur de la sacroiliaque est un peu un mécanisme comme les blocages interarticulaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des DIM, dysfonction intervertébrale de mineur, de Meigne, qui a très bien décrit ça. Donc c'est une dysfonction articulaire qui crée une compression articulaire prolongée, une libération de médiateurs pro-inflammatoires, des réflexes myotatiques environnants, c'est-à-dire des muscles tout autour, une ischémie locale qui crée une accumulation de métabolites et qui stimule les nocicepteurs. Alors, ici, les étiologies d'hypomobilité, c'est-à-dire les hypomobilités, c'est les blocages, hein, ce qu'on appelle vulgairement des blocages. En termes ostéo, on appelle ça des dysfonctions, ou dysfonctionnements. J'ai noté ici terme sacroiliaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme sacroiliaque est essentiellement un terme médical. En ostéo, on parle de dysfonction du sacrum ou de dysfonction de l'iliaque, soit à droite, soit à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, les axes du sacrum ne sont pas les mêmes que les axes de l'iliaque. Et on peut très bien avoir un iliaque qui est bloqué là avec un sacrum qui bouge bien et un iliaque qui bouge bien de l'autre côté. Ou l'inverse, un sacrum qui est bloqué avec les deux iliaques qui bougent bien. C'est la théorie ostéo. Donc, les étiologies d'hypomobilité, donc atteinte articulaire directe, c'est souvent une posture tenue longtemps, genre comme ça, ou alors un choc direct sur la jambe qui va faire que de ce côté, qui va faire que l'iliaque va se bloquer dans un sens ou bloquer dans l'autre côté. Donc, l'iliaque antérieur ou postérieur, ou en torsion, c'est-à-dire qu'il peut y avoir très fréquemment d'ailleurs un iliaque qui va se bloquer antérieur d'un côté et postérieur de l'autre. Donc on a ce qu'on appelle une torsion complète du bassin, avec un iliaque postérieur d'un côté, iliaque antérieur de l'autre côté. Il peut y avoir aussi des problèmes de sacrum. Un sacrum peut être antérieur, peut être postérieur, peut être antérieur que d'un côté, postérieur que d'un côté, antérieur ou postérieur des deux côtés, ou en torsion. Comme je vous ai dit, le sacrum il peut bouger comme ça en torsion. D'ailleurs, ce sacrum en torsion, là j'en viens ensuite sur les étiologies d'hypomobilité par spasme musculaire local. Le sacrum en torsion souvent est associé à un spasme important du muscle piriforme ou pyramidal. Et souvent dans les syndromes piriformes, on a un problème de sacrum en torsion. On peut avoir aussi une atteinte par déficit de la propriation ligamentaire des muscles iliosacrés ici. C'est assez rare, mais on le trouve souvent dans les problèmes chroniques, c'est-à-dire que la personne, vous avez l'épine iliaque qui est là, vous avez le sacrum là, et si on palpe entre les deux processus osseux, il y a un petit creux entre la sacroiliaque, et là, si vous appuyez, il y a un point exquis qui fait sauter le patient, et souvent ça c'est dans les problèmes chroniques. Au niveau sacroiliaque, toujours, il peut y avoir une chose qui s'appelle des hypermobilités. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Je sais que l'ostéo a fait passer depuis longtemps maintenant le fait qu'il peut y avoir des blocages, notamment par Meigne, les dysfonctions intervertébrales mineures, c'est-à-dire deux articulations qui ne bougent pas parce qu'il y a un spasme musculaire qui fait qu'elles ne bougent pas et qui fait qu'il y a une douleur locale. Mais il peut y avoir un autre processus, c'est-à-dire que des blocages distants peuvent créer une hypermobilité fonctionnelle de compensation par ressort sur une position antalgique et déséquilibre postural. C'est-à-dire que une augmentation des contraintes mécaniques et micro-traumatismes, usures cartilagineuses, médiateurs inflammatoires, c'est-à-dire que, en fait, quand il y a un blocage, il peut y avoir un blocage du bassin comme ça, d'un iliaque qui va se mettre postérieur, qui va être compensé par l'autre iliaque qui bouge bien, mais après il peut y avoir un autre blocage qui va se créer au niveau de l'épaule, qui va faire que cet iliaque-là, qui normalement bouge normalement et aidé par le dos et aidé par l'autre iliaque, va commencer à être vraiment hypermobile, et c'est cette hypermobilité en fait qui va faire un processus inflammatoire et qui va créer une douleur. Donc en fait, une sacroiliaque peut être douloureuse soit parce qu'elle est bloquée, soit parce qu'elle bouge trop, parce qu'à côté il y a quelque chose qui est bloqué. Donc les choses qui sont bloquées les plus fréquentes, c'est déterminé par les chaînes musculaires.
Les chaînes musculaires ont été étudiées par deux grands auteurs, Ghost-Rivdoni et Busquet ici, qui a déterminé plusieurs chaînes musculaires. Sur les iliaques, ici dont on parle, c'est plutôt les chaînes musculaires latérales, ici que vous voyez, antérieures ou postérieures, ici c'est les chaînes ici. J'avais fait un petit topo sur la tendinopathie avec les chaînes musculaires en 2021, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais pris comme exemple les bretelles. Hein, ouais, c'est ça. Et donc en fait, là on s'aperçoit qu'il peut y avoir des désordres ici dorso-lombaires qui créent des hypermobilités sacroiliaques. Il peut y avoir, ça peut croiser éventuellement, ça peut être un problème de ce côté qui fait un sacroiliaque de l'autre. Ça peut être l'autre iliaque qui est bloqué qui fait des hypermobilités là, et ça peut être un problème postural qui vient d'une fracture du pied, d'une entorse de cheville, la personne qui boite pendant longtemps avec des cannes et tout ça. Donc voilà, sacroiliaque, elle peut être soit bloquée, soit hypermobile. Une petite chose que je rajouterai, c'est qu'en fait, je vais essayer de ne pas trop compliquer, mais ça c'est important, la sacroiliaque est plus souvent une cause d'hypermobilité qu'une conséquence. C'est-à-dire que c'est plus souvent l'inverse. C'est plus souvent des sacroiliaques qui sont bloqués qui vont faire des problèmes de tendinite d'épaule que l'inverse. En fait. Et là, j'ai fait, à la suite de la soirée de 2021, justement, j'avais fait une petite étude sur 50 cas, et j'avais montré qu'en débloquant toutes les zones ici autour des scapulaires, et en débloquant le bassin, on libérait ce qu'on appelle la sonnette de l'omoplate ici, ce qui permet, en libérant la sonnette de l'omoplate, de soulager les tensions sur la gléno-humérale. Et ça soulageait énormément les patients, et ça soulage encore énormément. J'en ai encore eu une dame ce matin. Et ça soulage vraiment de façon importante les patients. La sacro-coccygienne. Alors, la sacro-coccygienne est souvent classée comme dans les coccycodinies idiopathiques quand c'est hypomobile, quand c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signe radio. Donc par contre, ce qu'on trouve, c'est un décalage latéral du coccyx est souvent en rapport avec un spasme des muscles qui sont sur les côtés. Donc il y a le pubococcygien, le l'iliococcygien, qui sont les deux qui font partie des releveurs de l'anus, mais il y a aussi l'ischiococcygien, qui est souvent responsable d'une inclinaison importante. Il est là, le petit. Là. Voilà. Donc en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas de signe radio. Par contre, à la palpation, il y a une douleur vive sur le côté du coccyx, juste sur le côté. Il peut y avoir aussi des hypermobilités du coccyx. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ici, vous avez une luxation postérieure. Ici, vous avez une hyperflexion du coccyx. Donc, pareil, des chaînes descendantes. Là, ce sera plus une chaîne centrale. Donc, on va plus trouver des problèmes sur la chaîne centrale et sur les fascias à cet endroit-là, et des blocages qui seront situés sur l'axe de la colonne. Et en rapport avec une dégénérescence lombaire souvent. C'est souvent lié à les hypomobilités. Les hypermobilités sont souvent liées à des patients obèses, et ceci là. Et les hypermobilités en flexion, c'est souvent les femmes ici là. Voilà, parce qu'il y a une laxité importante naturelle. Ça va jusque là? Si vous voulez, je sais qu'on a prévu les questions pour la fin, mais si vous voulez poser des questions pendant, vous pouvez, on n'est pas nombreux, on peut se le permettre. Le diagnostic. Alors, le diagnostic, examen clinique, imagerie, diagnostic différentiel. J'ai commencé par le plus complexe, c'est l'examen diagnostique de la sacroiliaque. Alors, la sacroiliaque, c'est important de faire la différence entre les problèmes tissulaires et les problèmes mécaniques. Les problèmes tissulaires, vous le savez tous, c'est l'historique, quand c'est l'horaire inflammatoire, pardon. L'horaire inflammatoire, donc l'horaire inflammatoire, c'est plutôt la nuit, avec une douleur matinale de plus de 30 minutes. Les circonstances, c'est des douleurs qui sont plus importantes au repos et calmées par l'activité physique. Tout ça, ça donne une indication de phénomène inflammatoire. Une apparition progressive, il peut y avoir de la fièvre ou de la fatigue, ça c'est plutôt si c'est un problème de cancer. Il peut y avoir des intensités avec des maladies inflammatoires. Et
la palpation est essentiellement bilatérale. C'est-à-dire que quand la sacro-iliaque elle va pas et que c'est tissulaire et que c'est inflammatoire, en général, c'est les deux côtés qui vont pas. Ou alors c'est à bascule, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors que quand c'est mécanique, donc vous avez une apparition soudaine, vous avez des douleurs qui sont typiques debout quand c'est iliaque. C'est-à-dire que quand il y a un blocage sacro-iliaque à droite, ça fait mal. Quand il y a un problème sacro-iliaque à gauche, ça fait mal. Okay. Donc la marche est difficile et souvent les patients décrivent une marche en crabe ou une marche décalée. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la marche. Parce qu'en fait, dans la marche, physiologiquement, les deux sacro-iliaques, elles font avant-arrière comme ça. Les problèmes de sacrum, par contre, ça fait souvent des problèmes allongés sur le dos. Hein, vous vous rappelez que quand il y a un problème sacro-iliaque, pour nous, c'est soit iliaque, soit sacrum. Ce n'est pas sacro-iliaque. Donc un problème allongé sur le dos, c'est surtout ça donne une indication de problème sacré. Un problème debout, ça donne une indication iliaque plutôt. Après, vous avez les tests ligamentaires. Je vous ai mis les 4 tests ligamentaires principaux là, qu'on ne va pas pouvoir démontrer ce soir, mais qui sont intéressants à faire en cabinet si vous pouvez allonger la personne. Le test des ilius lombaires ici, donc les ligaments qui sont ici, là, je vous rappelle, sur la crête iliaque. Donc ça, c'est douloureux quand il y a un problème d'ilius lombaire. Les ligaments sacro-iliaques font mal quand on appuie en transverse comme ça dans l'axe. Il y a le ligament de Zaglas ici et le ligament sacro-sciatique que je vous avais montré ici, là, qui fait mal quand on fait une pseudo-étirement du psoas ici comme ça. Alors après, il y a les tests ligamentaires, il y a les tests articulaires. Alors les tests articulaires sont intéressants à faire. C'est des tests qui sont hyper classiques en ostéo. Les 3 principaux, c'est le test de flexion debout, le test de flexion assis et le test de gilet. Le test de gilet est un peu compliqué à faire parce qu'on se met sur une sacro-iliaque, on teste d'un côté, on teste de l'autre, on met l'autre sacro-iliaque, on teste un côté, un cause de l'autre, on fait pareil de l'autre côté, donc il y a 8 tests en fait. C'est un peu compliqué. Le test de flexion assis, c'est pour déterminer s'il y a un problème de sacrum. Donc on fait asseoir la personne, on met les 2 doigts sur le sacrum et on fait pencher en avant. Par contre, ce que vous pouvez faire en cabinet médical assez facilement, c'est mettre la personne debout, mettre 2 doigts de chaque côté sur les épines iliaques supérieures, faire pencher la personne en avant et voir s'il y a un pouce montant. Et s'il y a un pouce montant, ça vous dit qu'il y a éventuellement un problème dans cette zone. C'est super facile à faire et ça vous donne, normalement une bonne indication. C'est celui que j'ai choisi d'ailleurs que je choisis de développer un peu plus avec vous ce soir, le texte de flexion debout ou TFD. Vous voyez que par contre, il n'a pas une sensibilité qui est terrible. Hein. 17%, c'est pas beaucoup. La fiabilité, c'est-à-dire sa reproductibilité non plus, n'est pas importante avec un indice de kappa de 0,3. Par contre, c'est sa spécificité, c'est-à-dire sa capacité à montrer ce qu'elle cherche. Et donc, quand il y a un pouce montant, vous êtes à peu près sûr qu'il y a soit un problème de L5, soit un problème de sacrum de ce côté, on est bien d'accord, hein, soit un problème d'iliaque de ce côté. Si vous voulez bien, je vais prendre 2 personnes et on va faire un petit test. Oui, tu veux bien? Non. Il faudrait, pas quelqu'un avec une jupe, il faudrait qu'un homme qui puisse remonter un petit peu le t-shirt ou remonter un petit peu son polo. Et voilà, oh, merveilleux, merci, super cool. Et voudrait quelqu'un qui vienne tester. Mon ami Jean-Pierre. En attendant que quelqu'un se dévoue, on va faire un tout petit quiz. Il y a 3 types de douleurs. Il peut y avoir une douleur quand la personne au début se penche, quand elle se penche au milieu ou quand elle arrive à la fin. Ça peut être soit un problème de sacro-iliaque, soit un problème lombaire, soit un problème de disque L5 ou de hanche. À votre avis, le premier temps qui fait une douleur, c'est quoi? C'est un sacrum, c'est lombaire ou alors c'est un disque? Pas d'avis. Pas un seul avis? Allez, un petit avis. C'est le disque. Voilà, donc ça, si la personne elle est là comme ça, je la fais pencher en avant, vas-y penche-toi en avant, et hop, ça fait mal tout de suite. Ah, là c'est un peu embêtant. C'est rarement un sacro-iliaque qui fait ça, c'est un problème discal, pas forcément une hernie discale, hein, mais un problème discal ou un problème de hanche. Le deuxième temps, à votre avis, c'est quoi? Lombaire ou sacro-iliaque? Lombaire, c'est ça, exactement, c'est lombaire. Et par contre, vous voyez donc que la sacro-iliaque, en fait, elle va faire mal à la fin.
Donc vous avez un test positif qui est en général au début, mais par contre la douleur elle est à la fin, quand vous demandez à la personne d'aller toucher les pieds. Il n'y a personne qui veut venir tester, mon ami ici? Il n'y a personne qui veut venir te toucher, hein? Ah, bah voilà. Donc en fait, tu mets les 2 pouces, voilà. Tu mets les 2, voilà, de profil. Tu mets les 2 pouces ici, voilà, gentiment. Non, sans appuyer trop fort, voilà. Tu tires la peau vers le bas. Tu restes en poussant vers là-bas comme ça, et tu demandes aux personnes de se pencher en avant, et tu regardes le pouce s'il monte. Et là, et tu montes, et voilà. Et il monte à droite. Et donc on appelle le SAMU. Il y a quelqu'un qui veut faire venir le même test, voir si on trouve la même chose? Allez, venez. Oui, va. Hein? Non, un autre testeur, pour voir si elle trouve la même chose. Voilà, on va mettre les pouces là, vous tirez un petit peu vers le bas, voilà, vas-y, penche-toi en avant. Et hop, on trouve de l'autre côté. Et là, c'est à gauche. Comme quoi, hein, il n'est pas terrible ce test. Hein. Perso, moi, je ne l'utilise jamais. Et ça m'a fait la dernière fois la même chose. Tu as vu, j'ai fait un test, ça a raté. Il n'y a pas une troisième personne qui veut venir. Mais moi, je le fais. Moi. Attends, je te teste un coup. Attends. Oui, c'est à gauche. Il n'y a pas quelqu'un qui veut tester? Viens le. Ouais, c'est le premier. Il y a quelqu'un qui veut venir tester mon copain? Et dernière personne qui veut. Voilà. En fait, peut-être que tu as appuyé trop fort dessus. C'est vraiment léger, c'est-à-dire qu'il faut être sur la peau, aller chercher l'os et rester sur le fascia qui est dessus l'os en fait. Et si on appuie trop fort, ça peut fausser le test. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la sensibilité et la fiabilité n'est pas terrible, parce qu'en fait, tous ces tests-là, et on va en parler éventuellement après par rapport à mon protocole que je présente, le PO2S, de toutes les études ne sont pas très fiables. Donc il faut essayer on est en train de penser en ostéo, et ça c'est général, à améliorer les tests, parce que les tests ne sont pas reproductibles d'une personne à l'autre. Enfin voilà, vous pouvez essayer de vous amuser au cabinet et essayer de faire ça. Alors, deuxième partie, là on a fait la moitié, donc il reste encore une petite partie. Le diagnostic sacro-iliaque et l'imagerie. Merci Jean-Pierre, au fait, de t'être prêté, et merci de vous être prêté au petit test. Alors, le diagnostic sacro-iliaque, l'imagerie. Donc l'imagerie, bien sûr, l'imagerie, radio-scanner, en force, vous avez une belle densité sacro-iliaque là. L'IRM, les quatre stades de Forestier, là je vous ai montré, là c'est super, on voit super bien. Donc premier stade, élargissement. Deuxième stade, irrégularité des berges, vous voyez ici. Troisième stade, condensation, là vous voyez la densification ici. Et la fusion ici, là, qui est énorme. Alors je ne sais pas si on voit ça souvent, Jean-Pierre, tu peux... Non, mais... Le problème, c'est que sur ces images-là, c'est les stades débutants quand il y a des petits hypersignaux. D'accord. Parce que ce qu'on dit l'arthrite débutante, c'est vraiment un faisceau de signes. Et l'IRM, il y a des faux positifs. Et c'est toujours un souci parce que... On m'entend, oui. Donc il y a beaucoup de faux positifs. On a certainement des gens qui sont actuellement en longue maladie pour spondylarthropathie qui n'en sont pas. Parce qu'il y a eu une vogue de demander des IRM et de confirmer les diagnostics avec ça. Mais les lombalgies sont tellement fréquentes qu'en fait, il y a énormément de gens qui vont avoir des petits hypersignaux qui sont souvent mécaniques et ça n'en fait pas des spondylarthropathies. Donc il y a aussi la très grande fréquence du B27 qui est de 10% dans la population. Donc il y a bien plus de gens qui sont B27 positifs sans spondylarthrite que de vrais spondylarthrites. Donc c'est pas du tout en fait des tests diagnostiques précis et c'est toujours un score la spondylarthrite, c'est-à-dire qu'il faut avoir... Bon, sur des images comme ça, là, on ne se pose pas de questions, mais le problème c'est toujours d'avoir un stade tout débutant et donc des petits hypersignaux en IRM, pas d'anomalies radiologiques, et comme on essaye de les traiter précocement, parfois on fait des tests par les anti-TNF, hein, donc un petit blocage immunitaire, puis on voit selon la réponse si ça confirme ou pas. Mais en fait, il faut presque toujours avoir quand même un petit syndrome inflammatoire, sinon on n'aura pas de résultat. Donc si vous avez même une IRM perturbée
avec une suspicion de spondylarthrite et qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire, c'est pas très important de rater le diagnostic parce qu'il n'y aura pas de traitement vraiment miraculeux à leur proposer. Le diagnostic différentiel. Alors, je vous ai mis un petit panel de diagnostics différentiels. D'abord, les pathologies viscérales, et notamment la pathologie rénale et l'endométriose. Pour rappel aussi, les douleurs viscérales peuvent être classées en 3 stades. Il y a d'abord la douleur viscérale vraie qui crée une douleur dans l'axe en général ici, quel que soit l'organe, qui est différencié. Après, il y a un stade de douleur viscérale référée avec chaque organe ayant une zone. Il existe beaucoup de schémas, hein. J'ai pris celui-là, mais il en existe plein d'autres qui sont un peu différents. Et après, vous avez une troisième phase qui est la douleur référée avec hyperesthésie. Donc là, normalement, une douleur viscérale, elle doit suivre ces 3 phases, avec dans la première phase ici des troubles neurovégétatifs. Je vous ai mis aussi 3 pathologies mécaniques voisines qui peuvent faire des douleurs dans la zone, mais qui sont plus ou moins faciles à reconnaître. D'abord, la douleur de hanche. Alors la douleur de hanche, ça fait mal là, hein, on est bien d'accord, ça ne fait pas du tout mal là, la douleur, ni sur le côté. Des fois, il y a des patients qui disent j'ai mal à la hanche, non, c'est la crête iliaque. La douleur de hanche, c'est vraiment ici. Il y a le syndrome du piriforme dont on a parlé tout à l'heure. Alors le piriforme, vous l'avez en prenant la tête du fémur ici, en plongeant vers l'intérieur ici de la fesse et dans le creux bien profondément. Et là, vous avez le piriforme. Mais c'est pas évident à avoir. Et puis après, vous avez le syndrome de Meigne. Le syndrome de Meigne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un dysfonctionnement de la charnière thoracolombaire, ici, dans cette zone-là, qui fait des douleurs qui diffusent, qui peuvent diffuser sur le côté ici, qui peuvent diffuser même ici sur le côté. Alors maintenant, le diagnostic sacro-coccygien. Alors celui-là, il est facile. Celui-là est facile. Bien sûr, vous avez l'interrogatoire avec l'historique de la personne, de sa famille, les circonstances, les antécédents pour éliminer toutes les pathologies embêtantes. Avec la différence, bien sûr, entre les signes tissulaires et mécaniques, où là, il y a une apparition soudaine, éventuellement après une chute. Quoique ça soit rare en cabinet ostéo, on trouve rarement des coccygodinies après une chute. Ça vient spontanément, souvent. Par contre, le signe le plus évident, c'est assis sur une fesse. Donc la personne qui arrive avec une douleur de coccyx, elle est assise comme ça sur le côté. Elle n'est jamais assise sur le côté. Le coccyx, c'est assis sur le côté. Et le deuxième signe qui est évident, c'est un appui sur le coccyx. Donc là, la différence entre une atteinte éventuellement tissulaire ou mécanique, c'est que soit vous avez une douleur sur le côté parce que le coccyx il est tiré sur le côté par un muscle, et ça c'est plutôt musculo-squelettique, soit vous avez une douleur des deux côtés. Donc là, on trouve moins souvent des douleurs des deux côtés en problème ostéo. Par contre, dans les deux cas, il y a une palpation qui est facile. Vous appuyez sur la pointe du coccyx ou sur le coccyx ou sur l'articulaire. Donc souvent la différence c'est ça aussi, c'est-à-dire que là, vous pouvez avoir une différence sur l'articulaire du coccyx ici. Alors que là, en ostéo, on a souvent une douleur sur la pointe ici, ou latéralisée, c'est-à-dire au départ des muscles ou des ligaments latéraux du coccyx. L'imagerie, bien sûr, donc la radio standard permet de voir des fractures, de luxation postérieure dont on a parlé tout à l'heure, des épines. Radio dynamique de boule, donc c'est Meigne qui a lancé ça. Hein, oui, je crois, hein, c'est Meigne qui a fait ça, c'est-à-dire qu'il prenait une radio de la personne assise, une radio de la personne debout, et il mesurait les différences d'angle. Et c'est comme ça qu'il arrivait à faire des stats sur les problèmes de coccyx hypermobile. Et puis bien sûr l'IRM ou la scintigraphie pour les problèmes d'inflammation tumoraux et tout ça ici. Le diagnostic différentiel, c'est pareil, il peut y avoir des problèmes viscéraux, notamment cystite, endométriose, qui font des douleurs localisées ici, voilà, là, ici, là, avec les 3 stades. Et les pathologies voisines. Alors le premier groupe de pathologies voisines, c'est les kystes pilonidaux, les fissures anales, les hémorroïdes. Ça peut faire des douleurs dans cette zone ici. Là. Le syndrome de Meigne dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez que ça peut faire des douleurs qui irradient ici en bas. Il peut y avoir aussi des douleurs sacro-iliaques qui irradient dans la zone. Hein, d'accord, la douleur sacro-iliaque peut faire des douleurs qui descendent sur le côté, mais qui descendent aussi un peu au milieu. Et le célèbre, je vous ai mis névralgie pudendale. Alors,
Pour rappel, la névralgie pudendale, c'est un nerf pudendal qui passe dans le canal d'Alcock, qui est un canal ligamentaire qui est à l'intérieur du bassin. Et la palpation du canal d'Alcock, en fait, se fait par rapport au coccyx qui est là. D'accord, ça, c'est une palpation du coccyx. Le canal d'Alcock, il faut aller avec 4 doigts, aller chercher vraiment, vraiment profondément dans l'iliaque. Il faut aller chercher au fond de l'iliaque, vraiment au fond. Ça se fait en général en latérocubistus. Et là, on pousse, on pousse, on pousse, on force, et on a une douleur qui est très, très profonde. Et ça, ben, c'est plus embêtant à traiter que les problèmes de coccyx. Et heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Les perspectives de traitement maintenant. Alors, on va commencer par le traitement rhumatologique. Peut-être que tu veux prendre la parole à ce moment-là, Jean-Pierre. Voilà, donc les traitements classiques, hein, c'est ça? Ouais, voilà, traitement classique, médicamenteux, symptomatique, auto-immune, auto-inflammatoire, les infections, cortisone, anesthésie locale et non médicamenteux. La kinésithérapie peut être une aide au niveau à ce niveau-là, avec des massages décontracturants, mobilisation douce, froid et physiothérapie. Les problèmes dégénératifs, voilà, les classes de médicaments, c'est ça, anti-arthrosique, AINS, corticothérapie antalgique, relaxant musculaire. Les injections et infiltrations, viscosupplémentation, ça, pas là. Non, ça tu fais pas là. Hein, pas là, ok. J'en ai vu au cabinet la dernière fois, mais si tu ne fais pas sur les coccyx. Dans beaucoup d'endroits, mais pas là. Ok, d'accord. Corticothérapie de plasma riche en plaquettes. Je ne sais pas si ça se fait. Et la kinésithérapie, bien sûr. Massage, mobilisation, chaleur cette fois-ci, et physiothérapie. Alors, le traitement ostéo maintenant. Donc, le traitement ostéo que j'utilise, c'est le protocole ostéopathique en 2 séances que j'utilise depuis 2013, que j'ai un peu amélioré, mais qui est pratiquement inchangé. Ce PO2S est constitué de 6 techniques qui font partie des 8 techniques de la médecine américaine. Le HVLA, j'allais dire HLA-BN7, le HVLA, qui est le déblocage en haute vélocité et basse amplitude, qui est plus en fait, quand on débloque, c'est plus une vibration qu'un gros mouvement. Le muscle énergie technique de Mitchell, qui consiste à faire contracter puis relâcher. Le muscle contracté relâché, c'est une succession de contractions-relâchements en gagnant un petit peu au niveau, en gagnant au fur et à mesure sur l'amplitude. Le strain contre strain, qui est une super technique, donc on en avait parlé la dernière fois, qu'on va essayer, on va détailler un tout petit peu juste après. Le myofascial et release technique pour travailler l'émotionnel, le viscéral et le crânien. Les 2 techniques que je n'utilise pas, c'est le style technique et lymphatique technique. Donc, comment je traite une hypomobilité, c'est-à-dire un blocage, que ce soit sacro-iliaque ou sacro-coccygien. Donc, la première technique, c'est traiter l'os hypomobile quand c'est bloqué. Donc voilà, je passe sur le côté, je le mets dans l'axe articulaire, tac, une petite vibration et on débloque le sacrum. Voilà, ça c'est un exemple de déblocage du sacrum. Dans les sacro-coccygiens, il n'y a pas de blocage articulaire. Donc on a vu, c'est plus un problème musculaire et c'est un spasme musculaire, c'est-à-dire que les fibres se raccourcissent comme ça et le muscle reste raccourci. Donc pour ça, il y a 2 solutions. Là, vous avez la position normale, d'accord, le sacrum et le coccyx. Et là, vous avez les 2 techniques. Donc ça, c'est la technique étirement musculaire classique par strain, c'est-à-dire on appuie ici sur le sacrum et on attire ici sur le coccyx. Et voilà, vous avez Meigne qui est en train de le démontrer. Il prend le coccyx et il tire vers le haut. Ici, là, voilà, ici, vous voyez ça aussi, il tire vers le haut. La deuxième technique, c'est le contre-strain, c'est-à-dire que le muscle qui va être spasmé comme ça, on va essayer de le raccourcir encore plus, le raccourcir au maximum, et on va faire un petit ponçage léger sur un point trigger, et au bout d'un moment, on va reconditionner le système neuromusculaire, et en redétendant tout doucement, on s'aperçoit que la contraction a disparu. C'est une technique qui est complètement non douloureuse, et qui marche super bien. C'est-à-dire que la personne a un point douloureux, on comprime, le point douloureux, le point trigger, il devient non douloureux, ça c'est important. On fait un petit ponçage 1 minute 30, on retourne tout doucement à la position de repos, et normalement la douleur a disparu. C'est des techniques qui marchent super bien.
Une fois qu'on a réglé le traitement de la dysfonction locale, donc en ostéopathie, on traite le RET. On va traiter les dysfonctions périphériques parce que membrane, iliaque, sacrum, rachis supérieur, les problèmes posturaux peuvent entraîner des hypermobilités, des hypomobilités comme on a vu tout à l'heure. Le traitement viscéral avec une attention particulière au niveau du côlon gauche et côlon droit par les fascias de Told qui s'attachent sur la paroi postérieure ici derrière. Les traitements musculaires, comme on a vu tout à l'heure, le piriforme quand c'est un problème de sacrum, l'iliopsoas quand c'est un problème de sacroiliaque, et bien sûr les rotateurs de hanche, qui sont des fois des perturbateurs à la fois au niveau des iliaques et du sacrum. Le traitement facial, voilà, on va faire un traitement facial parce que il y a des blocages un peu partout, donc on va uniformiser en étendant un petit peu partout. Et puis le traitement crânien sera surtout important. Le crâne C1, C2, C0, C1, surtout important dans les problèmes de sacrum, les problèmes de coccyx, parce qu'il y a une correspondance entre le sacrum et le crâne. Les traitements d'hypermobilité, alors quand c'est une hypermobilité, qu'il n'y a pas de blocage, on ne traite pas le bassin, ni le sacrum, ni le coccyx, mais on traite le reste. Je vous ai mis les traitements chirurgicaux parce qu'ils existent aussi. En cas d'hypermobilité, vous avez au niveau sacroiliaque des arthrodèses qui sont possibles au niveau sacroiliaque. Oui, une arthrodèse sacroiliaque. C'est assez rare. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est quand j'ai fait le PowerPoint et les études pour le PowerPoint que j'ai découvert ça. Et donc, en général, c'est des arthrodèses qui sont faits après avoir fait déjà des arthrodèses L5S1. Des arthrodèses sacroiliaques. Il existe aussi ce qu'on appelle des coccicogectomies, c'est-à-dire on enlève le coccyx. C'est des choses qu'on fait quand des grosses douleurs, on en parlait avec Jean-Pierre tout à l'heure, avec échec du traitement conservateur et des problèmes un peu plus complexes que les problèmes de coccyx qu'on voit en cabinet. J'ai fait une petite étude. Ah non, je l'ai pas mis là. C'est à la suite de ça, d'une discussion avec un chirurgien à l'hôpital qui est parti maintenant et qui m'a dit qu'il n'opérait plus, il n'enlevait plus les coccyx parce qu'il s'était aperçu que 50% des gens à qui il enlevait le coccyx avaient des douleurs plus importantes et qui n'arrivaient plus à guérir. Donc il avait arrêté d'enlever les coccyx. Mais ça continue à être fait. Je ne sais pas les résultats exacts. Tu me parlais de grosses études, de grosses études qui avaient été faites en milieu hospitalier, si tu veux dire deux mots. Le micro. D'accord, ok. Ouais, ok, d'accord, ok. Donc voilà. Ok, super. 4 études cliniques pour finir. Donc 2 études en cabinet rhumatologique et 2 études en cabinet d'ostéo. La première, c'est une monsieur qui se présente, 33 ans, pour des douleurs lombaires basses évoluant depuis plusieurs mois, accompagnée d'une raideur matinale de plus d'1 heure, donc inflammatoire, douleur s'aggravant au repos, inflammatoire, s'atténuant avec l'activité physique, inflammatoire. Il signe également des réveils nocturnes liés à la douleur en seconde partie de nuit. Tout ça, c'est des signes inflammatoires évidents. Un examen clinique, on trouve une raideur lombaire significative, des douleurs provoquées lors de la pression sur les 2 articulations sacro-iliaques. Ça aussi, c'est un signe inflammatoire, ça fait mal des 2 côtés. En général, quand les gens sont bloqués, c'est un côté. En tout cas, ils ont mal que d'un côté. L'examen complémentaire, radiographie du bassin, érosion bilatérale, vous l'avez ici là, et un l'IRM qui confirme, et le célèbre HLA B27 positif, comme tout le monde. C'est ça que tu disais tout à l'heure? Comme 10% des gens. Donc le traitement, traitement médical anti-inflammatoire non stéroïdien en première intention, initiation de traitement biologique par anti-TNF si persistance des symptômes, rééducation et conseils, programme de kinésithérapie pour maintenir la mobilité rachidienne et des exercices réguliers pour prévenir l'ankylose. Après 6 mois de traitement, les douleurs lombaires et la raideur matinale ont significativement diminué. Le patient apporte une meilleure qualité de sommeil et une reprise de ses activités quotidiennes normales. Celui-là, il est guéri. Deuxième cas clinique, toujours en cabinet de rhumatologie.
Une femme de 58 ans consulte pour une douleur chronique au niveau du coccyx. Les douleurs sont exacerbées, pareil, en position assise prolongée, soulagées en position debout, mais ça c'est typique au problème de coccyx. Aucun antécédent traumatique n'est rapporté. Par contre, sensibilité bilatérale, ouais, comme je vous ai dit, marquée à la palpation du coccyx et à niveau de l'articulation aussi sacro-coccygène, ce qu'on n'a pas dans les blocages classiques ostéo. Douleur reproduite lors de la mobilisation du coccyx, aucun signe inflammatoire local. Radiographie indique une arthrose de l'articulation sacro-coccygène que vous voyez là. Et le scanner confirme l'arthrose sans fracture. Le traitement, c'est infiltration locale, corticoïde, prescription dentalgique palier 2. Les conseils, c'est l'utilisation d'un coussin ergonomique pour soulager l'appui du coccyx, conseil d'exercice doux pour maintenir la mobilité du bassin. Les douleurs diminuent doucement, permettant une amélioration de la posture assise, des activités de la vie quotidienne. Une deuxième infiltration a permis de prolonger les bénéfices cliniques. 2 petits cas maintenant au cabinet. Donc, un homme de 35 ans consulte pour une féssalgie droite depuis 2 semaines. Donc là, vous voyez qu'il a une douleur que d'un côté. La douleur est arrivée après un match de foot. Donc il n'y a pas eu de choc, mais il y a eu quand même un effort important. Elle est présente surtout debout, d'accord, avec sensation de balancement latéral en crabe à la marche. C'est-à-dire que à la fois, ils ont l'impression de marcher bizarre, mais quand vous mettez la personne debout, théoriquement, quand il y a un blocage sacroiliac de ce côté, que la personne met les pieds comme ça, ferme les yeux, il y a un balancement hop, là, sur le côté. Enfin, il refuse de se mettre en appui sur le côté. Calmé en position assise et allongé derrière consultant ostéo il y a 1 an. Alors, calmé en position assise, ça c'est intéressant parce que quand la personne est en position assise normale, à appui sur les ischios, comme je vous ai dit, le dos bien droit, comme ça, on est appuyé sur les ischios. Et là, à ce moment-là, les 2 iliaques se normalisent automatiquement par le plan de référence. Donc là, les personnes, elles ont plus mal. Quand elles se remettent debout, hop, là, ils repartent dans sa compensation, il a mal. Quand il se remet assis, la douleur diminue. Donc en fait, ça aussi, c'est un signe intéressant. Quand il y a un problème de sacro-iliaque, la position assise calme la douleur. L'examen clinique, on voit une hanche gauche en rotation externe, une douleur à la pression sur la sacro-iliaque droite, le TFD qu'on a fait tout à l'heure avec un pouce montant à droite, donc c'était bien à droite, une restriction de mobilité à droite, un TFA négatif, c'est-à-dire test de flexion assise, c'est-à-dire qu'on fait asseoir la personne, on le fait pencher en avant, et là on teste, comme les 2 iliaques sont calés sur les ischions, on teste juste la mobilité du sacrum. Donc le TFA est négatif parce qu'il n'y a pas de problème de sacrum, c'est un problème iliaque. Le test de Gillet permet de préciser, c'est le test, je vous dis, où on montre 8 fois, 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, que l'iliaque est droit postérieur. Associé à un spasme de l'iliopsoas ici du même côté, donc on a un droit postérieur avec un spasme ici de l'iliopsoas, un côlon qui est un peu douloureux de ce côté-là et qui est un peu tendu par le fasciodotole dont on a parlé la dernière fois, et une dysfonction D12 ici, T7, T4 en rotation gauche, c'est-à-dire que le patient est en schéma de torsion préférentielle droite, c'est-à-dire qu'il est le bassin comme ça et les épaules comme ça. Donc on trouve souvent des schémas de torsion, que ce soit droit ou schéma de torsion gauche. Et c'est là-dessus que je me base, moi, pour mon protocole, c'est-à-dire que je classe les patients en schéma de torsion droit, schéma de torsion gauche. On a tous des schémas de torsion préférentielle, mais quand on se bloque dans son schéma de torsion et qu'on ne peut plus revenir, c'est là qu'on a des douleurs. Donc on débloque le patient, et il restera toujours dans son schéma préférentiel. Mais il n'aura plus les douleurs qui le bloquent dans son schéma. Donc là, c'est un monsieur qui fonctionne en schéma de torsion droite, mais qui est bloqué dans son schéma de torsion. Les examens complémentaires, dont radio-bassin, ont été effectués il y a 2 ans, il y a sans particularité, donc on peut le débloquer. Le protocole ostéopathique, c'est traitement viscéral du côlon ici, traitement musculaire hanche droite ici en rotation, du psoas ici en détente. Donc le psoas, je le fais aussi en traitement de Jones, c'est-à-dire que je raccourcis le psoas au maximum. Une fois que d'abord je repère le point trigger qui fait mal, on raccourcit. Une fois qu'on a raccourci, le point fait plus mal. On fait un petit ponçage léger pendant 1 minute 30, on ramène le genou tout doucement et le spasme est parti. C'est les techniques de Jones, c'est super. Hop là. Traitement structurel consiste à débloquer donc la T12, la T7, la T4 en rotation de l'autre côté, tac tac tac. Et puis après un traitement facial
dans le même sens du schéma de torsion. C'est-à-dire que les champs qui sont en schéma de torsion droit comme ça, une fois que j'ai débloqué ça, enfin qui sont de droit à droit comme ça, une fois que j'ai débloqué ça et que j'ai débloqué ça, en fait je les mets sur le ventre et j'étire dans le même sens que j'ai débloqué les fascias. D'ailleurs, on en parlait à l'hôpital la dernière fois. J'associe mon protocole à une deuxième ligne de traitement pour les douleurs chroniques parce que je me suis aperçu que ce genre de choses-là, pour les gens qui sont en douleur chronique et qui ont des douleurs depuis longtemps, notamment depuis des années, eh bien en fait, les étirements dans ce sens-là leur font du bien. Alors que quelqu'un qui vient en aigu, qui s'est bloqué il y a une semaine, je débloque, je fais les étirements, il sent rien. Comme s'il y avait une espèce de mémoire dans les tissus, pas une fibrose, mais une adhérence ou quelque chose qui se passe dans les tissus, qui fait qu'au bout d'un moment où il y a un rétrécissement de ces tissus-là. Je sais pas, il faut que je cherche encore là-dessus, mais l'étude est en cours, et notamment on fait ça avec le docteur au CCSR, Jean-Pierre. Au CCR, Jean-Luc Isambert, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et donc le résultat, c'est que la deuxième séance a diminué les douleurs de 50%. Une semaine après la deuxième séance, la douleur a disparu, permettant un retour des activités sportives. Voilà, c'est un jeune, il s'est bloqué, on débloque, c'est fini. Donc c'est de l'aigu, hein, c'est pas du chronique, c'est facile. Après, le dernier cas clinique, après on a fini, c'est une dame qui vient de 44 ans, secrétaire, consulte pour une coccycodénie depuis 2 mois. Pas de traumatisme, douleur surtout assise, donc vous voyez qu'elle est assise sur le côté. Ça s'améliore une fois debout, adressée après consultation médicale et à INS pendant 4 jours sans effet. La douleur à la pression du coccyx sur les parties latérales gauche, ici, où c'est que j'ai marqué? Voilà, ici, là. Avec restriction de mobilité à droite. On a un TFD donc debout qui est montant à droite, donc il y a une dysfonction soit L5, soit sacrum, soit iliaque. Le TFA, il est positif, donc on a un problème de sacrum en fait. Le test de Gilet confirme sacrum en torsion postérieure droite, avec un spasme du piriforme associé, voilà, qu'on trouve très souvent qu'il y a une torsion du sacrum. En fait, dans la petite étude que j'avais fait sur le sacrum, j'avais montré que une fois sur deux, je ne vais pas toucher au coccyx. Une fois sur deux, en débloquant le piriforme, en débloquant la torsion du sacrum, la tension ici, latérale sur le coccyx, elle diminue et la personne n'a plus mal. Donc cette personne-là, par contre, voilà, elle est en schéma de torsion gauche. Donc en schéma de torsion gauche, c'est-à-dire qu'elle était bloquée comme ça et comme ça. Avec un pivot en D9, ici au milieu. Donc là, le traitement, c'est pareil, traitement viscéral général. Traitement musculaire du piriforme, ici pareil, en technique de Jones. Donc là, vous voyez, je raccourcis le muscle. Après avoir trouvé le point trigger douloureux, je le pense 1 minute 30, on ramène la jambe sur la table et le piriforme, il est détendu. En contre-strain, le traitement structurel en HVLA, déblocage au niveau du dos, et le traitement facial en torsion dans l'autre sens. Voilà. Avec des conseils de position assise au niveau du coccyx. L'évolution, le problème de coccyx c'est toujours un petit peu plus délicat que le problème de sacro-iliaque. Hein, vous voyez, ça a diminué de 25% une semaine après. La deuxième séance a diminué de 60%. Mais très souvent dans les problèmes de coccyx, il y a une troisième séance de suivi est nécessaire pour enlever des douleurs résiduelles et des fois avec une petite action par voie interne quand c'est vraiment des choses qui durent depuis longtemps. Voilà, on a terminé. Pour conclure, je fais un petit tableau pour résumer les principales différences entre les douleurs sacro-iliaques et sacro-coccygènes. Les douleurs sacro-coccygènes sont rares, alors que les sacro-iliaques sont fréquentes, on l'a vu au début. Elles sont très douloureuses, alors que les douleurs sacro-iliaques, des fois, elles peuvent être indolores. Le diagnostic est aisé pour les sacro-coccygènes, il suffit d'appuyer dessus, alors que le diagnostic est plus complexe. Vous avez vu que des fois, la sacro-iliaque, elle fait pas mal, et c'est la sacro-iliaque de l'autre côté qui est bloquée. Donc ça, c'est un peu plus complexe. La différence, c'est que le problème de sacro-coccygien crée une conséquence posturale avec une position assise décalée sur le côté, alors que le problème sacro-iliaque est souvent une cause posturale avec des problèmes d'épaule et notamment de la coiffe des rotateurs sus-épineux et long biceps.
La deuxième réunion, l'examen médical et l'imagerie permettent d'orienter la prise en charge, soit vers le rhumatologue quand c'est un problème inflammatoire ou dégénératif, soit vers l'ostéopathe quand c'est un problème d'hypermobilité ou d'hypomobilité. On notera la correspondance entre l'hypermobilité et les phénomènes inflammatoires et la correspondance entre les hypomobilités et les phénomènes dégénératifs. La dernière conclusion est un clin d'œil sur le principe de la prise en charge concertée. Vous savez tous que la prise de décision médicale partagée, qui est un fondement de l'évidence base médecine, repose sur l'expérience clinique, les données de la recherche et la préférence du patient. De la même façon, une coordination entre le médecin généraliste, le rhumatologue et l'ostéopathe permet une prise en charge optimale et adaptée aux spécificités du patient dans le cas de douleurs sacro-iliaques et de douleurs sacro-coccygènes. Merci, messieurs, dames. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Pas de questions pour Michel? Bon, ben alors, en fait, le topo de Michel était extrêmement complet, donc, comme vous l'avez vu. Et en fait, moi, je voulais rajouter justement peut-être des points cardinaux dans tout ce qui a été dit, en particulier sur le coccyx. Parce que bon, la sacro-iliaque, bon, c'est les pathologies inflammatoires, c'est assez bien connu. Je pense que vous êtes très bien formés là-dessus. On en a parlé un petit peu là, de la spondylarthrite, on pourra en reparler un petit peu après. Là. Mais c'est vrai que les coccygodinies, c'est plus rare, mais c'est un problème très tenace et beaucoup plus casse-pied à prendre en charge quand même. Hein. C'est-à-dire que nos coccygodinies, c'est des gens qui traînent pendant des mois, des années, qui sont désespérés. Donc c'est vraiment quand même un souci important en médecine générale. Donc je voudrais revenir un peu sur la coccygodini parce que c'est vrai que, en fait... il y a différents degrés de gravité, il y a des réflexes à avoir. Alors, la coccygodini, le coccyx, c'est quoi déjà? Bon, c'est mon soin. Coccyx, je ne sais pas si vous savez d'où vient ce nom. Ça veut dire coucou en grec, en fait. Et en fait, ça a été donné ce nom parce que ça a la forme du bec du coucou égyptien. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Voilà. Et donc, c'est un résidu de queue, hein, le coccyx, et c'est formé de 1 à 4 pièces osseuses. Ça n'a pas toujours la même longueur chez tout le monde. Et les pathologies ne sont pas les mêmes justement en fonction du nombre de pièces coccygènes que l'on a. Alors, il y a à peu près la moitié des gens qui ont 2 pièces coccygènes et un tiers 3 pièces. Et les autres, c'est 1 ou 4 mots. Donc on n'a pas toujours le même nombre de pièces coccygènes. Et en fait, les coccyx longs sont en général courbes, vont être plutôt parallèles au siège quand on s'assoit. Donc c'est plutôt des coccyx qui vont prendre des traumatismes en flexion, puisqu'ils sont déjà courbés, alors que les coccyx qui sont très droits, eux, comme ils sont courts et qui vont arriver perpendiculairement au siège, parfois c'est eux qui vont prendre des traumatismes en extension. Donc c'est important de comprendre pourquoi de temps en temps c'est extension et de temps en temps c'est flexion. Après, il y a aussi pour les traumatismes la bascule du bassin. Parce que quand vous avez quelqu'un, bien sûr, qui est très cambré ou qui est comme ça, vous imaginez que le coccyx, il ne va pas arriver de la même façon sur le siège. Donc la lordose est importante aussi. En fait, qu'est-ce que c'est une articulation sacro-coccygène et les intercoccygènes? Et ben en fait, c'est pas constamment la même chose. De temps en temps, c'est des disques, comme au-dessus. Et de temps en temps, c'est des articulations synoviales. Donc plutôt comme n'importe quelle articulation mobile. Et c'est très inconstant. On peut avoir l'un ou l'autre. Et parfois, c'est des formes intermédiaires. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça montre en fait qu'il n'y a pas tant de distance que ça entre un disque et une articulation normale, comme un genou. Et en fait, le disque, c'est juste les 2 cartilages qui recouvrent les 2 surfaces osseuses qui ont fusionné.
et qu'on fait un anneau discal en fait. Hein. Et le nucleus pulposus par exemple du disque, c'est un résidu de la synovie. En fait, on va dire que c'est une synovie condensée et c'est une sorte d'amortisseur qui est une synovie très concentrée. Enfin, c'est embryologiquement en tout cas, c'est la même chose. Et donc on peut avoir une articulation intercoccygienne, soit synoviale, donc naturellement mobile, et parfois c'est discal et c'est par contre raide. Enfin, c'est beaucoup moins souple, quoi, et c'est pas censé effectivement bouger beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont parfois avoir un coccyx assez mobile et puis c'est physiologique, quoi. Le mouvement, en fait, il se fait surtout en flexion par la contraction du releveur de l'anus et du sphincter externe. Et puis en extension, par contre, c'est l'élévation de la pression abdominale qui fait partir le coccyx en arrière. Et donc c'est la défécation et c'est l'accouchement. Donc ça explique aussi le mécanisme des lésions qu'on peut voir sur ce coccyx. Alors, pour faire un diagnostic de coccygodynie, comme justement il y a beaucoup de diagnostics différentiels, il faut vraiment que les gens vous montrent l'arrêt des fesses, hein, parce qu'il y a énormément, la grande majorité des douleurs de la région sacro-coccygienne sont des projections lombaires, enfin des disques lombosacrés. Et donc en fait la coccygonie, c'est effectivement, comme l'a dit Michel, un point douloureux sur le coccyx. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment un dysfonctionnement mécanique local. C'est pas une aire douloureuse. Ceci dit, comme c'est très douloureux, dans les histoires un petit peu anciennes que vous voyez tardivement, chez les gens hyperesthésiques, on peut avoir quand même une sensibilité assez diffuse. Mais vous devez toujours retrouver quand même un point spécifique sur le coccyx. Hein. Sinon, c'est pas vraiment un diagnostic qui tient, c'est plutôt des projections d'au-dessus. Le diagnostic différentiel, Michel en a parlé abondamment, avec la névralgie d'Alcock, les pathologies anales ou sacro-iliaques. Il y a des épisodes calciques, ça existe. Hein, donc, parfois, vous pouvez avoir une coccygodynie très très aiguë. Ça arrive qu'on voit des calcifications et que ça soit responsable. Bon, ça ne dure pas, bien sûr, hein, donc ce n'est pas les plus difficiles. Les deux contextes en fait, dans lesquels on voit les coccygodynies, c'est soit un contexte traumatique franc. Voilà, c'est un sujet très d'actualité parce que l'année dernière, on est tous un peu tombés sur le postérieur. Donc, on aurait dû avoir une épidémie de coccygodynie. Donc il y a les traumatismes, les chutes sévères sur les fesses, et puis parfois c'est des micro-traumatismes. Ça peut être la station prolongée sur un siège très dur, le vélo, l'équitation. Bon. Donc il faut quand même rechercher ces causes micro-traumatiques parce que on comprend mieux d'où ça vient et on sait que ça ne va pas forcément se reproduire. Et puis il y a surtout deux profils généraux chez vos patients. Les réflexes, c'est ça. C'est les gros, les maigres. C'est pas tout à fait les mêmes coccygodynies. Les gros, qui sont plutôt des adultes, vont faire des luxations du coccyx plutôt. Et alors que les maigres et les adolescents, c'est plutôt des conflits de l'extrémité du coccyx avec le plan dur. Donc en particulier chez l'adolescent, c'est un adolescent qui grandit vite, puis c'est pas étoffé, il a les fesses qui sont restées plates, donc le coccyx est un peu solitaire au milieu il est vraiment comme une pointe au milieu des fesses, et il y a vraiment parfois des contacts, hein, en fait, un peu comme un hallux valgus, quoi, ça va faire une sorte de bursite de contact, quoi, hein, c'est ça l'adolescent. Donc il suffit qu'il matelasse, puis c'est bon. Et souvent avec la fin de la croissance, ça va s'étoffer, quand il va étoffer un peu ses fesses, ça va partir. Mais sinon, donc, le gros et le maigre, ils font pas tout à fait les mêmes, ils font pas du tout les mêmes coccygodynies. Donc, c'est important de les repérer pour ça. Et puis, il y a un profil un peu particulier aussi, c'est la femme après un accouchement, parce que elle peut faire donc une fracture, une luxation de la dernière pièce coccygienne à cause de l'importante hyperpression abdominale. Donc ça, c'est un diagnostic un peu particulier du postpartum, la coccygodynie. Elle n'est pas exceptionnelle. Les vraies fractures, en fait, presque toujours, c'est des luxations, ou des hypermobilités, les coccygodynies. Et c'est rarement des fractures, elles sont rares. Mais il y en a quand même, c'est intéressant de les décrire. Est-ce qu'elles sont de trois types ? Celles qui sont en flexion, en général, c'est des mecs qui sont tombés sur les fesses et ça va prendre plutôt le début du coccyx. Les gros, eux, c'est un écrasement, ça va plutôt être le milieu du coccyx.
Et les fractures en extension, donc la femme enceinte, c'est plutôt l'extrémité du coccyx. Et en fait, c'est important de repérer ces fractures parce que plus elles sont proches du départ du coccyx, c'est-à-dire plus proches du sacrum, mieux elles vont guérir. C'est celles de l'extrémité qui sont les plus difficiles à guérir parce qu'elles sont effectivement les plus mobiles. Donc en fait, les fractures sur la première pièce coccygène sont de bons pronostics, ça guérit presque toujours. Celles du milieu moins, et celles de l'extrémité, c'est au contraire assez souvent un motif de coccygectomie, c'est-à-dire d'intervention, parce qu'elles guérissent rarement. Alors le diagnostic, si vous voulez le faire, donc il faut avoir un cliché, c'est Meigne qui avait décrit ça, enfin Jean-Yves Meigne, il faut avoir un cliché en position debout et assise. Donc c'est important de vérifier quand vous avez votre bilan que les clichés ont été faits convenablement. Il faut commencer en fait par un cliché debout et il faut que les gens soient restés debout un moment. C'est-à-dire que si les gens ont leur cliché debout en étant restés une demi-heure en salle d'attente et puis qu'on leur fait tout de suite le cliché debout, parfois le coccyx ne s'est pas remis réellement dans sa position qu'il a debout et on voit rien. C'est-à-dire qu'on assoit immédiatement les gens et on ne voit pas de différence. Donc il faut que les gens aient marché presque 5-10 minutes avant qu'on leur fasse leur cliché debout. Il faut qu'ils soient réellement restés debout un moment. Puis après, on les met assis et on essaye de les mettre assis dans la position où ils ont mal habituellement. Et c'est là qu'on voit effectivement la différence d'inclinaison du coccyx qui va montrer en particulier l'hypermobilité. Alors on voit en fait des hypermobilités surtout chez les gros donc, et plutôt des coccyx très rigides chez les ados et les maigres. Avec parfois chez l'ado donc une épine comme une épine calcadéenne, mais au bout du coccyx. Alors effectivement, ça fait un conflit sous-cutané important. Et donc le cas particulier de la femme enceinte, faut y penser parce que souvent c'est des fractures qui sont invisibles en radio parce qu'elles sont sous périostée et on les voit pas sur une radio initiale. Donc faut faire une IRM. Ou refaire un cliché tardif, et là on voit effectivement que les pièces se sont séparées. Mais ça ne se voit pas sur une radio initiale. Le traitement de base, c'est effectivement l'infiltration discale radioguidée de ces hypermobilités et de ces luxations. Ceci dit, c'est pas si fréquent qu'on ait besoin de faire ça parce que c'est quand même des douleurs qui sont mécaniques, c'est quand les gens s'assoient. Alors les aides à l'assise, là, tous les sièges spéciaux pour la coccygonie, c'est très très utile. En fait, ça doit toujours être utilisé quoi qu'on fasse d'autre. Parce que en fait, c'est une hypermobilité, c'est une articulation qui se remise en mouvement alors que normalement elle bouge très peu. Si on arrête de la faire bouger, elle va forcément s'immobiliser. Toute articulation qui ne bouge pas a ce destin. Hein. Si vous immobilisez un genou dans un plâtre pendant un mois, il a du mal à bouger à la sortie. Donc il suffit en fait d'arriver à convaincre les gens qu'il faut vraiment qu'ils n'y touchent pas du tout, et puis en général une évolution favorable. Mais il faut vraiment leur expliquer toute la physiopathologie, ce problème d'hypermobilité, il faut qu'ils s'en raidissent, quoi, hein. Donc il faut qu'ils soient vraiment le papa ou la maman de leur coccyx pour que ça s'arrange. Parce que sinon l'évolution est très très prolongée. Donc il faut être un peu maniaque de son assise quotidienne pour arriver à en sortir. Et si on fait ça, on a rarement besoin d'aller faire des traitements très lourds quand même, hein. Et en général, les traitements lourds concernent donc les cas un peu caricaturaux qu'on voit plutôt à l'hôpital. Alors les séries hospitalières, justement, recrutent souvent ces cas un peu sévères, des grosses luxations, des fractures. Et donc, par exemple, il y a Meigne qui a fait une série de 120 patients sur 3 ans. Il a quand même suivi 120 coccygodini sur 3 ans. C'est intéressant de savoir ce qu'elles sont devenues. Au bout de 3 ans, en fait, il y en a seulement la moitié qui ont guéri en 3 ans. Hein, c'est quand même peu. Mais donc lui, c'était un hospitalier, donc il a eu certainement des recrutements de coccygodini un peu sévères. On va voir d'ailleurs qu'il en a opéré pas mal. Donc 50% seulement qui s'améliore. Parmi ces 50%, un tiers amélioré spontanément. Enfin, ce qui se disent améliorer spontanément. Ils ont eu des traitements, mais ils pensent qu'ils s'en sont sortis tout seuls. Un tiers, c'est une infiltration radioguidée qui a sorti d'affaire. Et dans le dernier tiers, il y a les améliorations avec la médecine manuelle, donc, et puis les aides à l'appui, etc. Enfin, souvent, c'est un mélange de tout ça.
Alors, comme c'est des coccygodinies sévères, c'est pour ça qu'on voit qu'ils chiffrent à peu près à 10% l'efficacité des techniques manuelles, donc l'ostéopathie. Mais donc, c'est un recrutement bien particulier, parce que sur du tout venant, il y a sûrement effectivement plus d'effets de l'ostéopathie. Alors, l'ostéopathie, vous avez sûrement vu comme moi qu'il y a plein de gens qui reviennent guéris. Enfin, il y a des gens qui se disent guéris, puis d'autres qui sont améliorés temporairement. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ostéopathie, il y a toujours un effet de contre-stimulation sur la douleur, du fait qu'on a fait céder des contractures, on a stimulé beaucoup des nerfs, ce qui fait c'est l'effet de la contre-stimulation. Donc on a diminué la douleur en stimulant d'autres nerfs en fait. Donc il y a presque toujours un effet immédiat bénéfique sur la douleur d'une séance d'ostéopathie, mais on n'a pas forcément eu un effet mécanique. C'est pour ça que vous voyez des gens qui se disent améliorer, mais ça ne tient pas. Et puis il y a quand même des vrais succès durables parce qu'il y a un effet mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récidive. C'est pour ça qu'il faut toujours voir un peu sur la distance que ça donne d'avoir eu une séance de médecine manuelle. On ne sait pas dans les 48 heures qu'on peut vraiment juger sur un problème très difficile, en tout cas comme la coccygodynie, parce que c'est des hypermobilités qui sont difficiles à enraidir, quoi. C'est très différent de la sacroiliaque où il y a beaucoup plus de résultats de l'ostéo. Donc en fait, Meigne avait donc à 3 ans 50% de gens améliorés. Il y avait quand même 42% d'échecs, c'est-à-dire de gens qui n'avaient pas été améliorés par le traitement conservateur, qui comprenaient donc les infiltrations, le traitement manuel, les assises spéciales, etc. 42% n'étaient toujours pas améliorés au bout de 3 ans. Et en fait, c'était presque, pour la plupart, des luxations, donc recrutement quand même un peu particulier, des vraies luxations. Et en fait, il en a opéré la plupart avec un bon résultat. Donc lui, il a fait opérer beaucoup de coccygodynie. Donc c'est pour rebondir sur le discours de ton chirurgien là, qui était très déçu. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les gens qu'on fait opérer de ça, il faut vraiment beaucoup les sélectionner. Parce que, en fait, ceux qui vont être vraiment guéris, c'est des grosses lésions mécaniques, quoi. Enfin, il faut vraiment avoir un problème mécanique franc, il faut avoir des examens complémentaires très parlants. Quand vous avez une luxation avec un déchirement des ligaments qui unissent ces petites pièces coccygiennes, là, ça va avoir beaucoup de mal à se stabiliser. Donc là, effectivement, on comprend que les gens traînent pendant des années. Et là, on peut penser effectivement que d'enlever cette pièce, ça va être efficace. Mais il ne faut pas mettre du tout dans ce sac des gens qui n'auraient pas des lésions très sévères, qui auraient un contexte de vécu de la douleur un peu particulier. Par exemple, il ne faut jamais proposer ça à des accidentés du travail. Parce qu'il y a toujours... C'est là où il faut faire un diagnostic étagé du mécanique à la vie personnelle. Parce que vous savez que la douleur, bon, il y a sa cause physiologique et organique, mécanique, et puis il y a la façon dont on la vit. Tant que c'est pas arrivé dans la tête, ça reste du signal électrochimique. C'est là-haut que ça va être effectivement interprété comme de la douleur, puis de la souffrance, puis mélangé à tout plein de problèmes personnels. Donc il faut vraiment faire ce diagnostic étagé et regarder si on est bien dans du mécanique. Si on est dans du mécanique, ok, la coccyectomie va être utile, mais il faut avoir effectivement analysé tous les autres étages. Et si on est effectivement sur des problèmes de perception, Michel parlait de la douleur nociplastique, c'est vraiment ça, c'est un problème de perception. C'est-à-dire que les gens perçoivent tout à fait sincèrement une douleur extrêmement forte, mais elle ne correspond pas à une lésion sévère. Donc on ne va pas traiter une douleur nociplastique en enlevant un coccyx, ça ne sert strictement à rien. Ça va créer effectivement des cicatrices qui sont en général richement innervées, parce que ce qui fait le caractère très douloureux de la coccygodynie, c'est qu'en fait c'est un carrefour nerveux très important. Il y avait justement toute l'innervation de la queue qui arrivait là et qui partait dans la queue. Donc il y a des gros ganglions extrêmement sensibles à l'avant du coccyx. Et d'ailleurs, c'est un des traitements aussi alternatifs avec donc les assises, les infiltrations, la chirurgie donc en dernière intention. Il y a les infiltrations du ganglion impar. C'est une infiltration en fait des ganglions qui sont à la face antérieure du coccyx et que c'est un gros carrefour nerveux pour tout le périnée. Donc c'est des infiltrations qui sont faites en pratique courante par les gens qui connaissent bien. Et ça fait une infiltration, une anesthésie régionale du périnée. On en fait 1 à 3 et ça descend souvent à chaque fois le niveau de la douleur d'un bon cran.
jusqu'à la rendre très très supportable. C'est pas utilisé d'ailleurs que dans la coccygectomie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça prescrit pour comment dire, des vulvodynies. Enfin, c'est toutes les douleurs en fait du périnée qui sont un peu chroniques. Les vulvodynies sont traitées comme ça aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Alors justement, si vous avez les patients qui ne sont pas opérables, c'est-à-dire qui sont visiblement avec une hyperesthésie et un traitement anormal de la douleur, en fait, les douleurs totalement psychosomatiques n'existent pas. Hein. Il y a toujours quand même, si vous avez un point sur le coccyx, bon. Mais si vous avez un point sur le coccyx et que vous touchez toute la fesse et les gens sautent en l'air, là, il y a une hyperesthésie. Ça, il faut le traiter. Et ça, en fait, il faut utiliser vraiment toutes les techniques de contre-stimulation qu'on a. Les ostéopathes en ont, mais on en a aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous font la mésothérapie. Les kinés font aussi de l'électrostimulation, des tas de techniques de contre-stimulation. Il faut en fait concurrencer la douleur avec d'autres sensations. C'est le principe de ces contre-stimulations. C'est pour ça que ces douleurs d'ailleurs sont si facilement nocturnes, c'est que la douleur devient très solitaire la nuit. Hein, la douleur nocturne, ce n'est pas forcément une douleur inflammatoire. La vraie douleur inflammatoire, c'est celle qui est améliorée par l'activité physique en fait. Hein. C'est-à-dire bouger, ça va mieux. C'est celle-là la vraie douleur inflammatoire. La douleur nocturne peut très bien être une douleur hyperesthésique parce qu'elle est une douleur solitaire la nuit, parce qu'il n'y a pas d'autres sensations et donc les gens ont mal la nuit pour ça, mais ce n'est pas forcément des douleurs inflammatoires. Et ces douleurs en fait d'hyperesthésie, il faut les concurrencer avec d'autres signaux et ça va de l'huile révulsive. Là, moi je les prends à Singapour. Là, c'est des petites huiles qui contiennent un peu d'aspirine. C'est pour ça qu'on ne les a pas en rayon, parce que c'est classé chez nous comme médicament, donc ils n'ont pas le droit de les vendre, les pharmaciens. Alors que là-bas, ils vendent ça en quincaillerie. Et donc, c'est des huiles très très révulsives. En fait, vous mettez des minuscules gouttes, ça fait comme des pointes de feu. Là, vous tracez un petit réseau sur toute la zone sensible et les gens sont très très contents avec ça. Enfin, en Asie, ils soignent comme ça toutes ces douleurs hypersensibles. Donc, c'est des contre-stimulations. Il ne faut pas hésiter à les utiliser quand vous voyez qu'il y a effectivement une douleur qui n'est pas proportionnée à la lésion. Donc, il y a effectivement un problème de perception. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?